Vous avez ici un dossier disciplinaire chargé d'actes violents, agressions répétées contre le personnel. Je suis mon seul ami. C'est l'interview de tueur la plus sombre que j'ai faite jusqu'ici. Personne ne veut être ton ami si tu traites tes amis comme tu as traité ton meilleur ami. N'est-ce pas? Une fenêtre sur la pure folie. Eh bien, je veux dire, je ne vais pas me mettre à poil et me précipiter pour ça. Non, merci. Paquet Kenny numéro 1? Il est allongé sur un matelas gonflable dans une chambre. Il y a du sang partout dans la cuisine. Un meurtre a peut-être eu lieu. Et le phénomène médico-légal connu sous le nom de surenchère de violence. Dès son entrée dans la maison, avant qu'il t'engueule ou autre, tu avais déjà pris ta décision. Je vais frapper ce fils de pute. Où as-tu eu ça? Dans la tempe. Très bon tir, peut-être un œil. Il était probablement hors d'état de nuire après le premier coup. Pourquoi as-tu continué à le frapper? J'ai pensé que je pouvais soit appeler le 911, soit le tuer. Et je me suis dit, je vais juste le tuer. Que se passe-t-il si un tueur ne s'arrête pas à la mort? Que s'est-il passé pendant ces 3 jours dans la maison avec le corps? Tu n'as pas l'air désolé du tout. Merci. Ce n'est pas un compliment. Des profondeurs de la dépravation surgit l'affaire de Nicholas Camfield. Je suis sur le point de tout manger. Tu es sur le point de commencer à manger. Tout ça. Alors, jusqu'où est allé le cannibalisme? Paquet Kenny numéro 1? Je suis à Springtown, dans une maison mobile. Mon fils est venu ici pour prendre des nouvelles d'un de ses copains et il y a du sang partout dans la cuisine. Il pense qu'il pourrait y avoir eu un meurtre. Le 16 janvier 2013, un appel inquiétant a été passé au 911. Par une nuit autrement tranquille, juste à l'extérieur de Fort Worth, au Texas, une visite de contrôle au domicile a révélé une scène de crime digne d'un film d'horreur. Il est allongé dans une chambre sur un matelas gonflable. Mon fils n'a pas voulu y entrer. D'accord. Et c'est qu'il bouge, vous savez? Le tueur, Nicholas Camfield, était toujours à l'intérieur, à seulement quelques mètres du cadavre de son meilleur ami, G.D. Dawes. Nous avons peur de retourner dans la maison, parce que ce type pourrait avoir une arme. Il est un peu fou. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Nicholas Camfield. Nicholas Camfield passait pour une bombe à retardement. Maintenant, il avait tué son ami avec une pioche, et l'horreur a continué pendant des jours après, alors que Camfield mutilait et profanait le cadavre. La brutalité dépassait tout ce que les forces de l'ordre du comté et même de l'État avaient jamais vu. Les experts médico-légaux parlent d'excès de violence. Immédiatement après son arrestation, Camfield a dit au détective qu'il entendait des voix. « Depuis combien de temps penses-tu à tuer quelqu'un » Les engrenages et les voix ont commencé à tourner dans ma tête. L'affaire choquante était en une de tous les journaux. Mais aussi vite que cela avait commencé, tout s'est soudainement arrêté quelques mois après le meurtre. 12 ans plus tard, des questions demeurent. Camfield entendait-il vraiment des voix? Pourquoi Camfield a-t-il tué un ami avec tant de violence? Et pourquoi un tel acharnement? Ma découverte fut bien plus sombre que je ne l'imaginais. Camfield est détenu dans une unité d'isolement à l'intérieur de cette prison de haute sécurité à Texarkana, au Texas. Les responsables m'ont averti de la tendance de Camfield à la violence, dont plusieurs agressions contre le personnel. Il prend désormais des médicaments pour le garder sous contrôle. Très bien, je pense que nous sommes presque prêts. Je termine les réglages audio, d'accord? Devine qui c'est. Je risque de trembler à cause de mon Prolixine. Mais à cause de ta quoi? Le Prolixine, l'antipsychotique. Ah, d'accord. Donc en fait, nous sommes ici, Nick, pour essayer de comprendre l'état d'esprit et les motivations derrière tes actions dans cette affaire. Et pourquoi as-tu voulu nous parler aujourd'hui? Je me suis dit que cela pourrait aider mon dossier si on en arrivait là. Je n'ai jamais eu la chance de faire appel. Tu as plaidé coupable. Oui, monsieur. Il n'y a pas eu de procès. Est-ce la première fois que vous en parlez publiquement? C'est un bon moment pour cette conversation car vous êtes maintenant un adulte, vous avez 37 ans? Oui, monsieur. Tremblant, amaigri et flétri, il n'est plus que la moitié de l'homme qu'il était lors du meurtre. Littéralement. Bien qu'il soit encore connu dans sa ville natale sous le surnom menaçant de Le Gros. J'ai longtemps été l'enfant le plus gros de l'école.
Il n'y a pas beaucoup d'images de toi dans les archives, mais celles qui existent, tu fais 2 fois la taille que tu as maintenant. À ton poids maximum, combien pesais-tu? 118 kilos. 118 kilos. Environ 64 kilos actuellement. Waouh! Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre enfance. Comment vous avez grandi? À quoi ressemblait votre jeunesse? Je sais que vous avez plusieurs frères et sœurs, n'est-ce pas? Il semble que vous ayez une mère très aimante. Oui, monsieur. Votre père était-il présent dans votre vie? On m'a enlevé mon papa quand j'étais enfant. En réalité, à 4 ans, Camfield a vu son père incarcéré, où il est resté la majeure partie de sa vie. Les hommes qui ont pris la place de son père ne se sont pas révélés meilleurs. On dirait qu'il y avait de la violence à la maison. C'était votre beau-père? Oui, monsieur. C'était le petit ami de maman. Mon mariage, Herba, si on peut dire, l'a confirmé. C'est lui qui était accro au crack. Peu importe comment on les appelle. Je suppose que c'était un drogué au crack. D'accord. Chaque fois que je lui tenais tête pour lui montrer que j'étais aussi fort que lui, tu sais, laisse-moi tranquille, il me donnait un coup de poing sur le nez. Sa mère a mis à la porte son compagnon violent, mais les ennuis ont continué pour Camfield. Quand as-tu commencé à boire et à te droguer? À 15 ans. L'alcool et la drogue? Marijuana. Rien d'autre? J'ai pris des cachets dans la chambre de ma mère et les ai apportés à l'école pour une soirée de la Saint-Valentin. Et ça a gâché la soirée de la Saint-Valentin pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as... Je me suis fait choper avec C'était quoi? hydrocodones. Camfield s'est retrouvé avec une condamnation pour stupéfiants inscrite à son casier judiciaire pour mineurs et un goût pour la fête. À 18 ans sans but et désœuvré, il s'est fait un nouvel ami nommé J.D. Doss. On dirait que tu avais un bon ami, J.D. Doss. Comment l'as-tu rencontré? Il est entré chez moi un jour, dans mon garage, pendant que je fumais de l'herbe. Il est juste entré comme ça? Oui, il est juste entré dans mon garage un jour avec la bombe. Bien sûr. Alors on a commencé à fumer mon herbe dans sa couchette. Les deux se sont rapprochés et J.D. Dawson et sa famille ont tendu la main à Camfield quand personne d'autre ne l'aurait fait. Mon ami, mon meilleur ami à l'époque. J.D. venait d'une famille de fiers monteurs de ligne et occupait un emploi recherché dans le métier en entretenant les poteaux électriques. Il avait lutté contre la dépendance, mais il essayait de s'en sortir quand Camfield est entré en scène. Est-ce vrai que lorsque tu n'avais nulle part où aller, J.D. et sa famille t'ont accueilli? Oui, monsieur. Est-ce vrai que J.D. t'a trouvé un travail sur les poteaux électriques? C'est son père qui l'a fait. Mais tu étais content de rester avec la famille Doss? Plus que tout au monde. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'était comme dans un cadre bienveillant. Un environnement bienveillant. J'étais heureux là-bas. Je veux dire absolument heureux là-bas. Comment cela s'est-il terminé? Pourquoi es-tu parti? J.D. voulait emménager avec quelqu'un d'autre qui était un drogué. Après que Camfield ait quitté les Doss, il a commencé à consommer des drogues plus dures comme l'héroïne et le K2, un puissant produit de synthèse connu pour provoquer des psychoses. Lorsqu'il ne trouvait pas ces substances, il se saoulait jusqu'à en devenir abruti. Au moment où tu avais un peu plus de 20 ans, tu avais déjà accumulé 8 arrestations. Certains des incidents de conduite en état d'ivresse ont été décrits, y compris un où tu as craché ta voiture dans un fossé et lors de l'accident, on t'a trouvé en train de boire du gin. N'est-ce pas? Après l'accident, tu étais encore en train de boire dans la voiture. C'est ça, fumer et boire. C'est incroyable. Il a soufflé à 0,34 lors de cet incident. Oui, c'est celui dont je suis le plus fier. Est-ce que tu avais l'impression de t'effondrer? Comme si ta vie s'effondrait. Je sentais que je tenais le coup. Je ne me sens vraiment en train de m'effondrer que lorsque je suis en prison. Sa mère désespérée a essayé d'intervenir, souvent en vain. Un jour, elle a trouvé Camfield ensanglanté dans la baignoire et l'a conduit d'urgence à l'hôpital. J'ai dit à ma mère que j'étais psychiatrique ou non psychiatre, schizophrène, paranoïaque. Ils m'ont traité. Je ne veux pas tout dire, mais c'était environ 500 $ pour une ordonnance. Donc on ne pouvait pas assumer ça et ça m'a plongé dans la psychose. Quand je suis allé plusieurs fois en prison pour reprendre le traitement, cela m'a plongé encore plus dans la psychose. La combinaison dangereuse de maladies mentales et d'abus de substances a fait de Camfield une menace. La police a été appelée à son sujet 7 fois en 9 mois, y compris pour incendie criminel.
On dirait que tu étais en train de sombrer. À 23, 24 ans, tu faisais des allers-retours en prison. Est-ce qu'à ce moment-là, tu recevais un quelconque traitement pour ta maladie mentale? Non. Tu es sans abri, tu squattes dans un bâtiment scolaire abandonné? Oui. Et pourquoi as-tu mis le feu dans le sous-sol de ce bâtiment? Parce qu'on ne m'autorisait plus à vivre là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Les flics me criaient sans cesse dessus, car si je ne peux pas vivre là-bas, personne ne le peut. C'était ça ta mentalité? C'est toujours mon état d'esprit. Oui, c'est vrai. Oui, monsieur. Si vous ne pouvez pas m'aider, pourquoi devrais-je vous aider? Donc si vous ne pouviez pas y vivre, personne ne le pouvait. C'est ce que vous avez dit. Oui, monsieur. Et donc, vous l'avez détruit. Et où JD séjournait-il à ce moment-là? Je n'en ai aucune idée. Vous n'étiez pas en contact avec JD? Je veux dire, à chaque fois que je trouvais un boulot, il arrivait et disait « Je vais boire et me défoncer. Tu ne bois même pas. Et moi, bien sûr, pourquoi pas ?» Et puis, quand on me surprenait à me défoncer tout seul, le deal, c'était « Tu dois arrêter de te défoncer, trouver un boulot et faire quelque chose de ta vie. » Tu lui en voulais pour ça? Nous vivons en Amérique et croyons à la destinée manifeste. J'ai remarqué le ressentiment croissant de Campfield envers sa victime. Ce meurtre cache quelque chose de très personnel et de très tordu dans l'esprit du tueur. C'est comme s'il prenait mes drogues tous les jours. Il avait besoin que je, tu sais, paie son entrée au bar encore une fois pour qu'il puisse m'arnaquer de 400 $. En fait, c'était JD Doss qui était devenu sobre. Après des années à lutter contre la dépendance, il évitait des gens comme Campfield. Mais aujourd'hui, Campfield inverse les rôles et attribue à JD une influence corruptrice sur lui pour justifier ses crimes. Tu vois comment tu lui attribues tous ces actes d'agression? Il me descendait dès qu'il en avait l'occasion. Le 13 janvier 2013, les pensées délirantes et le ressentiment de Campfield envers JD Doss allaient le pousser à un point de rupture. Campfield se retrouverait seul avec Doss dans la mobile home d'un ami commun. JD Doss ne le savait pas, mais l'esprit de Campfield était envahi par des pensées meurtrières. Est-ce que tu entendais des voix? Qui te disait de faire ça? Ou bien cette voix, c'était ta vraie nature? C'était ta propre voix? La voix qui m'a dit de le tuer? Oui. À l'hiver 2013, Nicolas Campfield était fauché et sans abri, peut-être même psychotique. On ne savait pas quoi faire de lui, mais tout le monde évitait le vagabond inquiétant surnommé Fatty. Il semble que beaucoup de gens aient fait partie de ta vie. T'avais essentiellement tourné le dos. Est-ce juste? Est-ce vrai? Parfois. Parfois. Je le crois aussi. Parce que je veux dire, le cercle d'amis de Campfield était devenu particulièrement méfiant envers lui. JD Doss s'était éloigné et un autre ami qui possédait le mobile home avait interdit à Campfield d'entrer sur les lieux. Lorsque le propriétaire est parti en vacances, il a demandé à JD Doss de surveiller la maison et de tenir Campfield à l'écart. Mais le 13 janvier 2013, Campfield s'est quand même présenté là-bas. Vous entrez dans le mobile home où JD gardait la maison. La maison d'un ami. Vous étiez là sans y être invité. Comment êtes-vous entré dans la maison? La porte a été défoncée. Vous l'avez défoncée à coups de pied? Non, la porte était déjà défoncée. On était en train de rénover la caravane. Vous dites « on », mais je crois savoir que le propriétaire ne voulait pas de vous là-bas. C'était un de mes très bons amis. Eh bien, il l'était, mais ensuite il ne l'était plus, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi il ne le serait pas. C'est aussi dans le dossier qu'il ne voulait pas votre présence. Quelques heures plus tard, JD Doss, le gardien de la maison, est arrivé pour vérifier la propriété et a trouvé l'intrus en train de s'installer comme chez lui. Quand il est rentré chez lui et vous a vu là, JD était furieux, n'est-ce pas? Il était en colère à cause de l'herbe. L'herbe avait disparu. J'avais fumé peut-être 1 gramme de ce qui ressemblait à de l'herbe. Mais il était aussi en colère parce que tu étais là, n'est-ce pas? Et tu mangeais toute la nourriture. C'est d'après ce que tu as dit à la police à l'époque. Quand il est entré, c'était comme s'il était une personne complètement différente. Quand il est entré... L'amour n'était plus là. Il ne restait plus rien entre nous deux. C'était, tu sais, vas-y et finis-en. Eh bien, dès qu'il a commencé à me crier dessus, j'ai pensé, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tu n'es plus mon ami, non.
Il avait raison. G.D. Doss était en cure de désintoxication et essayait de couper les ponts avec Camfield. Le profond sentiment de rejet de Camfield était sur le point d'exploser dans ce mobile home, mais il allait attendre son heure. Pourquoi n'es-tu tout simplement pas parti? Parce qu'il était sur mon chemin. Sur ton chemin vers quoi? Il a fini de laver les vêtements. Tu as joué à des jeux vidéo. Il t'a piégé. Il finit par s'endormir. Il est allé se coucher. Et j'ai dit, tu sais, ce fils de pute, me giflant dans la maison, je me suis brûlé de la façon la plus étrange, tu vois. À ce moment-là, j'ai dit... Tu allais le tuer. Je vais le tuer. C'est un peu le moment de vérité, non? Alors raconte-moi avec autant de détails que possible. Qu'est-ce qui s'est exactement passé cette nuit-là? Il s'est endormi devant moi sans aucune raison. Eh bien, il était peut-être juste fatigué. On dirait que tu avais beaucoup de rancune contre J.D. C'est devenu une rancune quand il s'est endormi alors qu'il était avec moi. Il s'endort et c'est ça qui a tout déclenché pour toi. C'était le déclencheur. Pourquoi? Tu peux m'expliquer? On dirait pas que c'est une grosse insulte ou une offense que l'homme se soit endormi dans la maison où il avait le droit d'être et pas toi. Ce jour-là, j'avais peut-être besoin de parler à quelqu'un. Ou peut-être que j'avais besoin de sexe cette nuit-là. Ou peut-être que j'avais besoin qu'on me conduise quelque part cette nuit-là. Ou peut-être que j'avais juste besoin d'un câlin ou de quelqu'un pour me dire « Tu sais, ça va, mon pote ». Mais pourquoi ça veut dire le tuer? Ouais. Parce qu'il me gêne maintenant. Non, il ne te fait rien. Il me barre la route parce qu'à chaque fois que je trouve un travail, d'une manière ou d'une autre, il va apparaître. Ou d'une manière ou d'une autre, il va appeler ma mère. Il connaît le numéro de téléphone de ma mère. Il connaît le numéro de téléphone de ma sœur. Il connaît le numéro de téléphone de mon petit frère. Tu vois comment tu lui attribues tous ces actes d'agression qui n'expliquent pas vraiment ce crime? Mais la destinée manifeste quand même. Tu dis que le meurtre relevait de la destinée manifeste? C'était censé arriver pour une raison, parce que tout est censé arriver pour une raison. Pourquoi deviendrais-tu aussi furieux ou psychotique et l'attaquerais-tu simplement parce qu'il s'endort? Parce que tu sais quoi? Il fallait partir. C'était le moment. Il était temps de partir. Je croyais avoir des vêtements propres, être en sécurité, pouvoir m'éloigner un moment. Puis il arrive et veut me crier dessus. Je l'ai vu et j'ai pensé prendre le pic de géologue et lui frapper la tête. Puis tu vas derrière prendre la pioche? Le pic de géologue? Oui, monsieur. Et qu'est-ce que tu as en tête à ce moment-là? Quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Tu es en colère? Je vais le plaquer, prendre son camion et partir vite. Camfield est peut-être mentalement malade, mais il est clair pour moi qu'il a aussi un esprit criminel et qu'il n'éprouve aucun remords. Je suis encore plus sceptique quant aux voix dans sa tête qu'il rendait responsable à l'époque. Dormait-il quand tu l'as attaqué? Oui, monsieur. Sans défense. Je l'ai frappé quelque part à la tête et il a dit quelque chose, puis je l'ai frappé à nouveau. Quand il a crié, c'était une mise à mort par compassion à partir de là. Je veux dire, je suis désolé. Impossible d'agir avec miséricorde sans l'être soi-même. C'est moi qui l'ai frappé en premier? C'est exact. Mais pourquoi ajouter une bouche de plus à nourrir alors que nous avons déjà du mal à nourrir la nôtre? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Une personne là-bas doit être nourrie par sonde. Ou tu dois mourir. Je suis désolé, mais celui nourri par sonde doit mourir. Est-ce que ça a du sens pour toi? Plus que tout au monde, mon frère. C'était la voix dans ta tête que tu entendais cette nuit-là? C'est mon état d'esprit en juin. Donc la voix que tu entendais, c'était toi? C'est moi. Peut-être que c'est Dieu lui-même, elle-même. Quand le meurtre a pris fin, Camfield avait frappé la victime au moins 6 fois à la tête avec une pioche, mais il n'en avait pas encore fini. J'allais découvrir la signification terrible du mot acharnement. Le 13 janvier 2013, armé d'une pioche, Nicholas Camfield a tué son meilleur ami, G.D. Doss, mais il n'en avait pas encore fini. Il a probablement été mis hors d'état de nuire dès le premier coup. Pourquoi as-tu continué à le frapper? Je me suis dit que je pouvais soit appeler le 911, soit le tuer. Et j'ai dit, je vais juste le tuer. Et puis j'ai tout terminé.
On ne laisse pas ce cerf s'enfuir dans les bois et rester là à mourir. Je veux dire, tu le poursuis, tu lui brises le dos, tu lui donnes un coup sur la tête et tu le manges. Mais JD n'était ni un cerf ni une proie. Il n'est pas resté là longtemps. C'était ton meilleur ami. Il était mon meilleur ami bien-aimé. Mais quand il m'a quitté, je l'ai quitté aussi. La force excessive utilisée lors du meurtre place l'affaire Camfield dans une catégorie particulière d'homicide. Ce que les experts médico-légaux appellent un excès de violence, lorsque la mort elle-même ne suffit pas à satisfaire la soif de sang du tueur. Les auteurs d'excès de violence sont motivés par le sentiment d'avoir été rejetés ou une rancune, parfois associée à un état prolongé de psychose. Pour Camfield, cela a duré plusieurs jours. Durant les 3 jours suivants, les autres coups ont été portés, frappant simplement le corps sans vie. Pourquoi? Je ne sais pas, mais d'une certaine manière... En attendant, Camfield était toujours dans le mobile home et toujours d'humeur à tuer. Il avait déjà choisi sa prochaine victime, un autre ancien ami venu prendre des nouvelles de JD. Ton ami a dit à la police qu'il n'arrivait pas à joindre JD depuis plusieurs jours, alors il est allé à la caravane pour voir s'il allait bien. En fait, je pensais à les tuer pour une raison quelconque, juste pour avoir le plus de corps possible et simplement remplir la maison. Camfield l'a conduit dans la chambre ensanglantée. Oh, je lui ai montré le corps. Pourquoi as-tu fait ça? Voir s'il voulait le toucher avec un bâton, je pense. Un ami s'est précipité hors de la maison, échappant de justesse à la mort, et a prévenu son père qui a appelé le 911. Tucker Kenny numéro 1. Mon fils est sorti en courant, est descendu, puis m'a appelé. Il s'est approché, a regardé par la porte de la chambre et a vu quelqu'un allongé dans un lit. Nous allons aussi y envoyer quelqu'un, d'accord? Le corps de JD Doss a été découvert et Camfield a été arrêté sans incident. Quand j'ai été appelé, il était environ 1h32 du matin. Anthony Bradford, vétéran des homicides et ranger du Texas, s'est préparé à faire face à un fou furieux, désormais en garde à vue. Il a été surpris par le tueur à la voix douce qu'il a rencontré. Comment ça va? Eh bien, pas trop mal. C'est son détachement qui ressortait vraiment. Le ton détaché, je veux dire, il sait qu'il vient d'être trouvé dans une maison avec une personne décédée et il sait qu'il a été menotté et amené à la prison et pourtant, c'était comme s'il était là pour une simple contravention. Et en fait... Camfield a continué à avouer le meurtre avec une telle désinvolture que cela suggérait quelque chose de profondément sinistre à l'œuvre. Je l'ai peut-être frappé à la tête vers 2 heures. Je suis resté là à le frapper avec une pioche pendant un moment. Je l'écoutais juste parler. Je me souviens d'avoir pensé que ce type, vraiment, ouais, il n'a pas toute sa tête, d'accord? Et il était tellement détaché que, tu sais, on aurait dit qu'il y prenait presque plaisir. Notamment lorsque Camfield a dit avoir envoyé des photos de son crime par texto à une fille qu'il aimait en se faisant passer pour la victime. Tu la grosse? Elle a dit non, tu l'as fait. J'ai dit oui, je l'ai fait. Elle a demandé pourquoi. J'ai répondu, il a fumé toute l'herbe. Camfield révélait qu'il était un tueur qui en était fier. Je veux dire, je me sentais un peu mal, mais pas vraiment. Je veux dire, il s'agissait juste de déplacer des ventilateurs. Un tueur méticuleux. Je l'ai lavé et je l'ai mis au lit. Avec quoi l'as-tu lavé? Avec ma trousse de toilette, du savon et de l'eau. Et une version malade et tordue. J'ai pensé à l'écorcher parce que j'allais lui planter le pic dans les côtes et le pendre à l'envers. Ça m'a écœuré. C'est probablement la description la plus troublante de ce qu'un tueur a fait à une victime après sa mort que j'ai jamais entendue personnellement. Et c'est là que l'histoire devient plus sombre, beaucoup plus sombre. Certains spectateurs pourraient juger les détails trop crus. As-tu fait quelque chose à Stilling avant de le mettre au lit? Je veux dire à lui. Je l'ai lavé. Une fois. Il a fait quoi, là? Jim. Comment as-tu fait ça dans le livre? Tu dis l'avoir fait plusieurs fois. Tu as utilisé un préservatif les 2 fois? Et puis il a mis des cornichons dans son cul et s'est tourné vers lui. Où as-tu trouvé les cornichons? Le frigo de mon pote, car il m'a engueulé après que je les ai mangés. D'accord. Alors je les ai envoyés avec lui.
Lorsque j'ai interrogé Camfield à propos de ses révélations choquantes 12 ans plus tard, il s'est montré tout aussi ouvert et factuel. Que s'est-il passé ces 3 jours dans la maison avec le corps? Nécrophilie. Nécrophilie, nécrophilie. N'est-ce pas? C'est une sorte de fétichisme avec des cadavres, souvent sexuels. Je suis en fait surpris que tu l'identifies comme de la nécrophilie. Est-ce que tu prenais du plaisir à tout ça? J'ai découvert un stock de porno et j'étais là. Donc t'en tirais du plaisir sexuel. Mais cela ne s'est pas arrêté à l'agression sexuelle sur le cadavre. Camfield admettra également avoir mutilé sa victime, et pire encore. Parce qu'on l'a aussi scalpé. On lui a coupé les cheveux de la tête. Dans cette cuisine, la police a trouvé des morceaux du cuir chevelu de JD à côté de 2 lames ouvertes d'un couteau suisse qui avait sa chair dessus, n'est-ce pas? Vous aviez aussi sorti un couteau électrique. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Je pensais à le manger. Pardon? Je pensais à le manger. Il a déclaré à la police qu'il avait depuis longtemps une fascination pour le cannibalisme. Depuis combien de temps penses-tu à ça? Je suppose depuis que je suis né, parce que c'est un peu ancré en moi, tu vois. Je l'ai vu à la télé et tout ça. Tous les Hannibal Lecter et tous ces tueurs en série à la télé et dans les livres d'histoire qui mangent des gens, qui les traînent et tout ça. Jusqu'où est allée cette histoire de cannibalisme? Je me suis assis avec genre un mollet et son pied sur mes genoux. Je l'ai regardé en mangeant des cornichons, puis j'ai changé d'avis. Changer d'avis? Je ne voulais juste plus rien savoir. La soif de violence et de cruauté de Camfield ne s'est pas arrêtée. Toujours retranché dans le mobile home, le corps de Dowse à ses côtés. Il a utilisé le téléphone de la victime pour envoyer des SMS à des femmes, partageant des photos du crime à l'une et en appâtant une autre en se faisant passer pour JD. Tu lui as envoyé des photos? Pourquoi? Je voulais juste parler à quelqu'un. Qu'est-ce que tu comptais faire quand tu as utilisé son téléphone pour essayer d'attirer cette femme? Pour coucher avec elle. Alors, quel était ton plan? Ne pas coucher comme un salaud. De tous les tueurs que j'ai rencontrés, Camfield montrait le moins de lien avec l'humanité et le moins de honte. Maintenant, avec le recul, pouvez-vous réaliser à quel point ces actes étaient dépravés, à quel point ils étaient abjects? Parfois. Vous avez souillé, vous avez sodomisé. Avec un cornichon aussi. Je ne ris pas, je pleure. Non, tu ris. Je ne ris pas, je pleure. Tu ris. Et qu'est-ce que ça dit de toi que tu ris? Je ne sais pas. J'ai vraiment pleuré tout le temps. Camfield est clairement dérangé. Mais au moment du meurtre, il n'était pas clair s'il était pénalement irresponsable. Il a affirmé avoir entendu des voix qui lui disaient de tuer. Depuis combien de temps penses-tu à tuer quelqu'un? Les engrenages et les voix se sont mis à tourner dans ma tête. Mais était-ce vraiment le cas? Peux-tu admettre maintenant que ce n'était pas une voix désincarnée, mais bien toi qui prenais ces décisions? T'as pris des médicaments antipsychotiques. C'était quand, la dernière fois? Je dirais il y a 6 à 8 mois. Qui t'a prescrit l'antipsychotique? Tu te souviens du médecin ou c'était en prison? Je ne me souviens pas, tu vois. Ah. J'ai commencé à entendre des voix ou quelque chose comme ça. Au bout d'1h30 d'interrogatoire, le tueur Nicholas Camfield, qui semblait sobre et lucide, a soudainement mentionné qu'il entendait des voix. Les rouages et les voix ont commencé à tourner dans ma tête parce que quand je lisais la Bible, j'ai écrit à propos des 3 boucs bourrus, comme une histoire lue au lycée. Camfield m'a rappelé beaucoup de tueurs que j'ai interviewés et qui simulent. C'est le terme que les experts utilisent lorsqu'un criminel invente une maladie mentale grave ou des hallucinations verbales ou visuelles pour excuser ses actes et plaider la folie. Vous entendiez des voix dans votre tête? Non, bien sûr. Vous l'avez dit à la police. Vous le niez maintenant. Mais vous avez dit à la police que vous entendiez des voix qui vous disaient de faire ça, n'est-ce pas? Je dis que peut-être que la voix dans votre tête, c'était vraiment vous. Et n'est-ce pas pratique de rejeter la faute sur une voix ou sur le diable, comme le font les gens, plutôt que d'assumer simplement le fait que c'est vous qui prenez ces décisions? Oui, bien sûr.
Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Je veux dire, c'est peut-être juste que j'avais besoin de faire le tour de moi-même. J'avais besoin de trouver mon pêcheur. Pouvez-vous admettre maintenant que ce n'était pas une voix désincarnée, mais bien vous qui preniez ces décisions? Non, Vous ne pouvez pas l'admettre. Pourquoi pas? parce que je crois en Dieu. D'accord, mais Dieu n'était pas la voix. Vos actes dans cette affaire étaient tellement dépravés et ont duré si longtemps que cela me fait penser que c'était vous depuis le début. Est-ce que vous entendiez des voix? Qui vous disait de faire cela? Ou bien cette voix, c'est votre vraie nature? Était-ce votre propre voix? Qui m'a dit de le tuer? Oui. Tout à fait. Cela avait enfin un air de vérité. Il n'y avait pas de voix désincarnée, juste l'esprit dérangé de Camfield, consumé par le sentiment d'avoir été méprisé et le poussant à la surviolence. J'abandonnais. Je veux dire, quand on te jette hors du nid, soit tu voles, soit tu tombes. Et j'assume. Cela n'a pas de sens car il était dans une maison où il avait le droit d'être et ne nuisait à personne. Waouh. Sauf mes sentiments. Sauf tes sentiments. Et donc, parce qu'il a blessé tes sentiments et que tu n'as pas pu le supporter, tu l'as tué? Oui, monsieur. Parfois, le mobile est tout simplement d'une malveillance choquante. Camfield a assassiné J.D. Doss et a profané son corps, animé par un sentiment de rejet. Et à 37 ans, pensez-vous que cela ait du sens? Que cela soit justifié? Comme beaucoup, nos sentiments sont blessés et nous devons agir en adultes. Tu sais d'où vient le mot berserk? D'où? Berserker. Berserker, ouais. Entre en contact avec Craig. C'est ce qui s'est passé dans ta tête, Blitzkrieg? La simulation de Camfield tiendrait-elle devant le tribunal? Pourrait-il utiliser ses problèmes mentaux pour excuser ses crimes? Mon nom commence par le... Insane. C'est ici que j'ai grandi. Nous sommes une petite communauté soudée. On connaît pratiquement tout le monde. Pour la procureure Nikki Groat, l'affaire Nicholas Camfield était personnelle. Les meurtres sont rares dans le comté de Parker, ce qui est positif. Mais lorsqu'ils surviennent, je voulais contribuer à ce que justice soit faite. Que quelqu'un en soit tenu responsable. Dans ce cas précis, j'ai examiné les antécédents criminels de Camfield et je savais qu'il y avait plus dans cette histoire. C'était une personne qui commettait continuellement des actes criminels. Quand il a pris la pioche, quand as-tu décidé de le frapper à la tête avec? À peu près au moment où il est entré dans la maison. Il était déjà entré. Je vais frapper ce fils de pute. JD est la seule personne que tu as tuée. Oui, monsieur. Bande d'escrocs 22. Écrase un tatou une fois. Jason Scumps. Mais ce n'est pas la première personne que j'ai tuée. En 2013, après avoir avoué le meurtre de J.D. Doss, Nicholas Camfield espérait être acquitté pour cause de folie, mais les procureurs n'y ont pas cru. Je savais que ce type n'était pas juste un fou, vous savez, quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. J'étais sceptique, moi aussi. Penses-tu être sain d'esprit ou fou? Mon nom commence par le... Faux. Oh, ce n'est pas comme ça qu'on écrit fou. J'ai remarqué que ton avocat allait plaider la folie. Et puis ça n'est jamais arrivé. J'avais hâte d'aller au procès, alors peut-être que la possibilité de folie serait révélée. D'accord, mais il y avait beaucoup de preuves de comportement rationnel de ta part qui ponctuaient toute la dépravation de ces 3 jours. Par exemple, tu semblais sortir de cet état de zombie assez longtemps pour dîner avec ta mère, pour avouer, pour te faire passer pour JD et essayer d'attirer des femmes dans une sorte de piège sexuel. Mais qu'en est-il du fait que pendant tout le temps où j'étais à la prison du comté, je ne me souviens presque de rien? D'accord. Eh bien, le trou noir est aussi une excuse très pratique que les criminels utilisent parfois. Ouais, je ne me souviens de rien.
On a déjà vu ça dans notre émission. Wow. Vous ne dites pas que vous ne vous souvenez pas de ce crime. Je me souviens de ce crime plus que de toute autre chose au monde. Camfield donnait rarement des réponses claires. Il était aussi difficile de savoir si, pendant notre entretien, Camfield était réellement en pleine psychose ou s'il faisait semblant, simulant la maladie. Mais la police et les procureurs détenaient une preuve irréfutable contre lui. La preuve qu'il était juridiquement sain d'esprit au moment du crime. Quand tu as fait ça, étais-tu conscient de ce que tu faisais et du chaos en cours? D'accord. Camfield avait admis à la police qu'il savait ce qu'il faisait quand il a tué J.D. Doss et qu'il savait que c'était mal. Selon la loi du Texas, il ne pouvait pas invoquer la folie. En tuant J.D., tu en étais conscient. Je veux dire, je me sentais un peu mal. Mais pas vraiment. Je veux dire, on était juste amis. Tu savais ce que tu faisais, non? À peu près. Il n'y a pas d'à peu près quand on massacre quelqu'un. Avec cet aveu, la procureure Nikki Groat était déterminée à aller au procès et à demander la peine de mort. Il savait que c'était mal et il a tué son ami. Il l'a fait de la façon la plus horrible et diabolique. C'est vraiment tout simplement le mal à l'état pur. Penses-tu mériter de mourir pour ce que tu as fait? Non. Non? Je passais une mauvaise journée. Une mauvaise journée. Et si on parlait d'assumer la responsabilité de ton acte meurtrier? Au final, les deux parties ont conclu un accord. 5 mois après avoir tué son ex-meilleur ami, Camfield a plaidé coupable de meurtre capital et accepté la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. Je pense que cette personne maléfique méritait la peine de mort, mais il y a des raisons pour lesquelles il a bénéficié d'un accord de plaidoyer. Nous avons pris en compte les souhaits de la famille. Il ne voulait pas subir des années de procédure d'appel, comme c'est fréquent quand quelqu'un est condamné à mort au Texas. Appel après appel, ça s'éternise. Et c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer, étant donné tout ce qu'ils avaient déjà traversé. Camfield a également accepté une dernière condition pour clore l'affaire définitivement. Il ne pourra jamais faire appel de sa peine. Pensez-vous mériter votre peine? Probablement. Le père de la victime a refusé notre demande d'entretien, mais il a donné à l'ancienne procureure adjointe Nikki Groat la permission de parler au nom de la famille. Après 13 ans sans le voir, j'ai frappé à la porte. Il m'a reconnu dès qu'il m'a vu. Nous nous sommes assis sur son perron. Oui, je veux que les gens sachent qui était mon fils. Et le monde mérite de le savoir. Le monde mérite de savoir que justice a été rendue et que Camfield est exactement là où il doit être. À un moment donné, les parents de J.D. ont même laissé Camfield emménager chez eux. Et il travaillait comme monteur de ligne avec J.D. Il l'aidait donc à apprendre un métier. Ils essayaient de s'assurer qu'il puisse gérer son argent correctement parce qu'ils voulaient l'aider, tu sais. Et c'est en partie ce qui rend la situation encore plus horrible et douloureuse pour la famille, tu sais. Nous t'avons ouvert notre maison et notre cœur, et voilà comment tu nous remercies, c'est notre fils. Il peut toujours parler à sa famille en prison, il peut toujours parler à sa mère. La famille de J.D., eux, ils n'ont pas ce droit. Et les derniers souvenirs qu'ils ont, c'est d'appeler et qu'ils ne répondent plus. Et l'inquiétude. Où est-il? Puis apprendre les détails de l'événement. Les choses que Camfield avait faites à J.D. sont horribles. Et personne ne mérite de mourir comme ça. C'est un gars qui a été ton ami. Depuis mes 18 ans? C'est un homme qui t'a accueilli chez lui, dans sa famille, et t'a laissé vivre avec eux. Et il a passé plusieurs nuits chez moi, dans la maison familiale. Le père de J.D., il s'est reproché de t'avoir fait confiance et de t'avoir aidé. Peux-tu imaginer ce que c'est pour lui de vivre avec ça? Tout ça parce que
Dans ton esprit psychotique, tu l'as tellement mal pris parce qu'il s'était endormi. C'était son grand crime contre toi. Il s'est endormi sur toi. C'est ça. Et pour ça, tu lui as pris la vie, tu as profané son corps et tu as condamné sa famille à vivre sans leur fils. Peux-tu imaginer ce qu'ils ressentent? Tu peux? Je ne suis pas convaincu. Les derniers mots de Camfield ne laissent aucun doute. Il reste un Homme dépourvu d'empathie ou même de la capacité de la simuler. Pensez-vous avoir changé? Êtes-vous un homme différent ou êtes-vous le même homme, capable des mêmes choses? À moins d'y être obligé, et même dans ce cas, je n'en aurais toujours pas envie. Je ne suis pas sûr que vous fassiez la différence entre devoir et vouloir parce que vous n'étiez pas obligé de tuer JD. Et je n'ai pas à le refaire, à moins d'en avoir vraiment envie. J'ai essayé de le faire ici, et la première fois, j'ai pris un rapport disciplinaire. Tu as un passif assez violent ici. Agression répétée sur le personnel. Je suis seulement une amie. Qu'est-ce que c'est? Donc ce sont mes seuls amis. Ce sont tes seuls amis. Eh bien, personne ne voudra être ton ami si tu traites tes amis comme tu as traité ton meilleur ami. N'est-ce pas? Eh bien, je veux dire, le petit bouton, je peux m'en occuper rapidement. Non, merci. D'accord. Tu es presque euphorique en te rappelant les détails précieux. Non, non, je parle du sourire, du rire, des petits gloussements. Wow. Ressens-tu le moindre remords? Dire que je suis accusé? Ressens-tu non seulement du regret, mais aussi une honte profonde, très profonde, pour le mal que tu as causé à cette famille et à cet homme? Vous savez, je me sens comme un citoyen américain exemplaire. Tu n'as pas l'air du tout désolé. Merci. Ce n'est pas un compliment? Les amis et la famille de JD le décrivaient comme un homme au grand cœur. C'était un travailleur acharné, électricien de 3e génération, très fier de son métier et doté d'une solide éthique de travail. Et son ami a dit que, vous savez, on ne pouvait pas rêver d'un meilleur ami. Il était à l'écoute et soutenait toujours les autres. J.D. Doss avait tenté durant des années d'être l'ami de Camfield quand nul autre ne le voulait. Avant sa mort, il s'était débarrassé des mauvaises influences, y compris de l'homme qui finirait par la lui ôter. Pour Nikki Groth et la famille de J.D., le moment où cela s'est produit est tragique. Tout le monde lutte contre ces démons. La sobriété avait été l'une des choses avec lesquelles JD avait eu du mal par le passé. Mais le jour où JD est décédé, sa jeton de sobriété était dans sa voiture, sur le pare-soleil, pour qu'il puisse toujours la voir. Et cette personne forte, cette personne qui se construisait une vie meilleure, qui faisait les bons choix, cette personne est morte ce jour-là. J'ai quitté Camfield, bouleversé par mon voyage du côté obscur, en pensant aux hommes et aux femmes qui devront le surveiller pour le reste de sa vie, de peur que Camfield ne tue à nouveau.